Ils nous ont montré qui ils étaient, encore et encore. On avait juste devant nous la preuve de qui ils étaient vraiment. Et pourtant, on a été dedans. Pourtant, on y a cru. Pourtant, on s'est dit, je peux changer cette personne, ça va le faire parce que je l'aime. Beaucoup ignorent des signaux d'alerte qui sont évidents, qu'on a juste devant les yeux. Je fais partie de ces personnes, je faisais partie de ces personnes. Le plus bizarre là-dedans, le plus surprenant, et c'est peut-être ton cas aussi, c'est que une fois que t'en es sorti, tu te dis mais pourquoi est-ce que je n'ai pas vu ça avant? Tout le monde le savait. Ton meilleur ami, ta meilleure pote, même pas que tes meilleurs amis, tes parents, qui pourtant ne voient rien d'habitude, ont même réussi à voir ça, qu'il y avait un problème. Même tes amis au second degré, tes amis lointains ont aussi vu qu'il y avait un problème. Je dirais même que la boulangère, le charcutier, des passants dans la rue, voyaient qu'il y avait un problème. Et pourtant nous, on était dedans, en train de prolonger une souffrance inutile. Alors c'est là qu'on va se heurter à un problème qui est massif. Parce que, vu de l'extérieur, les gens vont te dire, c'est simple, pars de cette relation. Cette personne ne vaut rien. Ton mari, ton mec, ta copine est une mauvaise personne. Sors de ça. Pour eux, la solution est aussi simple que ça. Que prends tes affaires, fais ta valise et pars. Malheureusement pour nous, quand on est dedans, c'est pas du tout la même histoire. On a envie d'y rester. Il y a cette espèce d'attirance comme un junkie qui courait après sa dose de crack. On a envie de rester dedans, on a envie que ça s'arrange, et on pourrait même dire qu'on a une forme d'attirance pour les red flags. On tombe amoureux de gens toxiques en pensant pouvoir les sauver ou les transformer. On se dit que c'est pas si grave parce qu'on voit pas que les mauvais côtés, nous on voit aussi des choses qui sont vachement chouettes. On a réussi à voir un peu le cœur de cette personne. Ça paraît délirant comme ça, une personne externe ne comprendrait même pas ça. Mais quand on a traîné avec eux, on a vu autre chose. Et on sait très bien que cette espèce de méchanceté, cette espèce de destruction, ce n'est que de la surface. Je suis même pas dans le déni en disant ça. On a vu le vrai visage, on a vu cette fragilité interne chez l'autre, et c'est ça qui nous a accrochés. Et j'irais même plus loin que ça, je dirais que cette fragilité était tellement touchante, était tellement chouette, et probablement qu'elle résonnait aussi tellement avec la nôtre, qu'on s'est dit que, quoi qu'il soit dit en surface, ça changeait pas le cœur de cette personne. Alors, j'y reviens dans un instant, et j'aimerais juste parler d'illusions et de fantasmes. Il faut être deux pour faire une danse. Il faut être deux aussi pour créer une relation qui soit belle, et malheureusement, il faut aussi être deux pour créer une relation qui est déglinguée. Il y a une part de nous qui vient projeter l'idéal de ce que l'autre pourrait être. En gros, c'est parce que je connais ton cœur, parce que j'ai déjà vu ta sensibilité, parce que je sais qui tu es, je sais aussi que tu serais capable de sortir de ça, que je pourrais t'en sauver, ou même, disons que à deux, on pourrait aller plus loin et on pourrait tous les deux se prendre par la main, se porter l'un et l'autre pour réparer des blessures qui sont similaires. Il y a cette théorie, cette image que j'aime beaucoup parce que c'est une belle métaphore sur notre cerveau. On dit que lorsqu'on est enfant, on est comme le début d'un puzzle. Que ce soit physiquement, ça se comprend, ça se voit, mais ça marche aussi de manière neuronale dans notre attachement. Au début, on n'a que quelques pièces de ce puzzle, et le reste, ça va être notre mère, notre père. C'est eux qui vont nous apprendre à manger, à marcher, à parler. C'est aussi eux qui vont nous apprendre les belles choses de la vie, comme par exemple aimer. C'est aussi eux qui vont nous apprendre à devenir indépendants et autonomes. Et chaque enfant, entre sa naissance et ses 18 ans, va venir compléter ces pièces du puzzle de manière à être le plus complet possible à 18 ans et à dire « Je suis majeur, j'ai donc aujourd'hui toutes les capacités émotionnelles et affectives, je suis capable d'être autonome dans ma vie, je m'aime, je me complète tout seul, et si jamais je rencontre quelqu'un d'autre qui serait une belle personne, alors dans ce cas-là, elle m'apporterait un plus. En gros, ce serait deux personnes qui auraient un puzzle quasiment complet après 18 ans qui se rencontrent pour faire un bout de chemin en commun. Alors ça, c'est le cas idéal, bien évidemment. On peut même imaginer que dans ce cas idéal, quand ton puzzle émotionnel, quand tes schémas neuronaux, quand ton style d'attachement est complété, on peut même imaginer que deux personnes qui ont un puzzle complet peuvent même se quitter de manière bienveillante. On a passé une partie de temps ensemble. Aujourd'hui, parce que je t'ai aimé, il y a toujours une partie de moi qui t'aimera toujours, qui t'apprécie beaucoup, ou qui veut que ça se passe bien pour toi sur Terre. Tu peux même repérer ces gens-là qui sont sains, équilibrés. Quand ils vont se séparer, ils vont dire
C'était une super personne. J'ai été marié à quelqu'un de génial. Jean-Michel était top. Sylviane était chouette. C'est juste qu'au bout d'un moment, nos chemins se sont séparés et on pensait différemment. Mais on s'apprécie toujours beaucoup mutuellement. Et puis malheureusement, parce que ce cas idéal, c'est pas qu'il n'est pas très fréquent, mais je pense que je suis d'une génération où nos parents nous ont élevés de manière, je dirais, un peu égoïste. Mettons ça dans son contexte. Il y a quelque chose qui dit c'était toujours mieux avant. On a toujours l'impression que nos arrière-grands-pères, nos arrière-arrière-grands-parents étaient plus fiables, plus solides, plus chouettes. En réalité, chaque période a été détraquée un peu différemment et a aussi eu ses bonnes phases. Mais de ma génération, plus ou moins 10 ans, je remarque une chose, c'est qu'on a eu des parents qui étaient peut-être un peu absents, papa, maman qui travaillaient, éventuellement, alors soit beaucoup de travail, soit un peu de dépression, soit l'un qui trompe l'autre. Ils pensaient aux enfants, mais ils pensaient surtout à eux. Et je dis ça, je ne juge pas mes propres parents, on est en plus en pleine période des fêtes des pères et fêtes des mères, j'adore mes parents, mais en tout cas, ils ont donné ce qu'ils ont pu, mais je remarque que pour beaucoup d'entre nous, ce puzzle n'est pas complété, il n'est pas entier. C'est-à-dire qu'on a eu une partie de ça, et on nous a lâché un jour, à l'âge adulte, avec des failles, des blessures, mais quelque chose aussi d'incomplet dans le schéma d'attachement. On était à moitié complété. Et là, ce n'est pas deux puzzles qui vont se rencontrer, deux puzzles entiers qui se rencontrent pour éventuellement faire un troisième. C'est deux demi-puzzles un peu merdiques où il manque des pièces, etc. où on va avoir de manière urgente, de manière essentielle, de manière vitale, besoin de rencontrer quelqu'un d'autre qui va venir compléter l'autre partie de l'échiquier. En gros, c'est quand je suis seul, je ne me sens pas complet. Quand je suis seul, j'ai l'impression que je sers à rien. Et la seule manière pour que je me sente bien, c'est que je rencontre l'autre partie de ce puzzle. Et il y a de fortes chances que non seulement j'arrive à déceler chez une autre personne une forme de demi-puzzle qui ressemblerait un peu à la mienne. En gros, je ne suis que la moitié d'une forme d'attachement. Et je vais trouver quelqu'un qui aura le même genre de failles et de blessures, d'une part. Donc ce sera deux êtres blessés ensemble, un peu comme deux personnes qui sont, je sais pas, à l'hôpital qui vont tomber amoureux, deux personnes qui seront en hôpital psychiatrique qui vont tomber amoureux, parce qu'on va se rencontrer dans une forme de difficulté. Donc soit je vais rencontrer quelqu'un qui aura à peu près les mêmes failles que moi en me disant, allez, ça colle globalement, cette ligne-là, si je force un peu les pièces, si j'y vais au marteau, comme ces enfants font parfois, ça va rentrer dedans. Donc je vais fantasmer un autre avec certaines qualités qui correspondraient pile à tout ce qui me manque pour survivre. Je parle vraiment de survie au sens propre, pour survivre sur Terre, et éventuellement à deux, on pourra y arriver. Sauf qu'en réalité, deux puzzles incomplets n'en font pas un entier. T'arrives donc dans cette espèce d'illusion où tu te dis, l'autre sera la bonne personne, et tu répètes des relations qui vont durer par exemple quelques mois, parfois quelques années. Une cliente m'a dit récemment, je ne veux plus de ces relations de 2 ans. Alors peut-être que pour toi c'est pas 2 ans, c'est peut-être 2 mois, ou c'est peut-être 5 ans, mais tu vois ce que je veux dire, c'est des relations qui s'alternent. On s'aime beaucoup au début, on a l'impression d'avoir trouvé notre doppelganger, notre double, la personne qui vient compléter ça. Il y a une partie qui est là, bien évidemment, la partie chouette, puis il y a l'autre partie, il faut forcer un peu, il faut y aller un peu au burin pour que ça rentre dedans, parce qu'on s'illusionne sur une partie de tout ça. Et malheureusement, après la phase de lune de miel de 90 jours, ça marche plus, ça colle plus. On ne s'entend plus ensemble, et on finit par se détester. On se déteste parce que tu ne complètes pas la partie foncièrement manquante en moi. Et dans l'autre sens, pareil, l'autre te déteste parce que tu ne complètes pas la partie pour laquelle il pensait t'avoir choisi. Il s'était illusionné que tu pourrais venir compenser tout le mal qu'il y avait en lui, autant que on s'est illusionné de tout le mal qui pourrait venir sauver en nous, et ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui se passe quand on est deux personnes avec cette espèce de fragilité, ce schéma neuronal qui est incomplet? Bien évidemment, on va compenser. L'autre, ou peut-être même toi, va compenser par le travail excessivement, par les sorties, par l'alcool, par des substances, par fréquenter des milieux qui sont instables, par éventuellement mentir, tricher. Et ça devient un mode de vie déglingué que tu choisis. Et à ce moment-là, comprends bien une chose, c'est que tu n'es pas en train de choisir un passage de vie, parce que c'est ça qu'on se dit. On se dit, allez, on est déglingué pareil, on pourrait se compléter si on allait trouver ça chez un thérapeute de couple, on pourrait à peu près réparer ça au scotch, à peu près. Mais c'est pas ce qui se passe. Tu es dans une trajectoire, tu es en train de faire le choix consciemment de choisir une personne qui est dérégulée,
parce que tu es dérégulé toi-même. Et donc, dans ton propre schéma instable, tu es en train d'y ajouter une autre personne qui est instable aussi. Et attention, hein, parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas, les gens externes ne comprennent pas, surtout ceux qui sont équilibrés. Ils se disent c'est facile par eux, ils ont le puzzle à eux tout seuls qui est complet. Pour eux, c'est facile de partir. Pour toi, pas. Toi, tu as trouvé ton double, cette personne qui avait cette même blessure, cette personne qui te plaît beaucoup. Et parce que t'espères, tu as une forme d'espoir en toi-même de pouvoir dépasser ça et d'aller mieux et de t'en sortir, tu as aussi ce même espoir chez l'autre que tu projettes, comme dans une espèce de jeu de miroir. Sauf que tu intègres autre chose. Et puis parfois, les gens sont aussi beaucoup plus déglingués que ce que toi, tu ne l'es. Alors il n'y a pas forcément alcool, substance, parfois c'est juste une forme de violence verbale. Tout ce mal intérieur va sortir par de la manipulation, par le fait de te rabaisser, par le fait de te descendre. Ils se sentent mal, tu vas se sentir mal également. Ces deux miroirs commencent à entrer en résonance. Ce que tu fréquentes est le reflet de toi-même. Commençons par autre chose. Ce que l'autre fréquente, que ce soit des personnes toxiques, que ce soit une famille toxique, que ce soit de l'alcool, que ce soit des substances, que ce soit des mensonges, que ce soit des tromperies, des trahisons, tout ceci devient son reflet à lui et bien sûr, et évidemment, ça devient aussi ton reflet à toi. Ce qu'on fréquente devient notre propre reflet. Si ses amis sont toxiques ou violents, ça finira forcément par influencer votre propre relation. Alors certains diront, oui, mais moi j'aime bien être cette espèce de demi-puzzle, parce que c'est comme ça que je vois le monde. On devrait être deux moitiés de quelque chose pour former un truc complet. Et c'est là qu'il y a une gigantesque erreur. On devrait être complet soi-même. L'autre devrait juste venir ajouter un plus. L'autre devrait venir ajouter des projets. Devrait venir t'aider à créer quelque chose qui soit plus grand que vous deux et pas juste venir combler des névroses internes. Il y a deux personnes que tu dois observer aujourd'hui. La première, c'est peut-être le plus simple, c'est d'observer l'autre. Observe ses paroles, observe ses valeurs, sa vertu, observe son comportement vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres. Il y a cette espèce de test rigolo qui dit il y a quelques années, observe comment cet homme ou cette femme traite les serveurs dans un restaurant. Est-ce qu'il les traite avec respect ou pas? Regarde son historique relationnel, regarde ses comportements concrets. S'il te dit toutes mes ex sont des barges, c'est probablement qu'il a un problème. Si tu as choisi que des femmes qui ont des problèmes, a priori, si tu comprends que par capillarité, il y a tout qui vient se transmettre, c'est qu'il a aussi un problème, bien évidemment. Une fois que tu as observé l'autre dans le temps, donc c'est-à-dire de réduire ta vitesse amoureuse, ne fonce pas direct, ne demande pas un mariage au bout de 3 semaines, prends-toi quelques mois pour définir à qui tu as affaire en face de toi. La deuxième personne à venir checker, à venir observer, à venir auditer, c'est toi-même. Est-ce que je sais vivre seul? Est-ce que je suis une personne qui arrive à s'équilibrer de manière naturelle? Est-ce que lorsqu'il y a une rupture amoureuse, c'est une catastrophe qui va durer pendant des mois parce que j'ai perdu ma raison de vivre, parce que j'ai perdu celui qui était censé me compléter dans ma tête, donc ça me remet face à mes propres mots? Ou est-ce que par exemple, quand j'ai une rupture amoureuse, ça va? Au bout de quelques semaines qui sont un peu dures, je reprends le dessus et je reprends ma vie. Observe aussi les schémas répétitifs. Est-ce que tu veux tout le temps sauver l'autre? Il y a quelque chose de toxique à ça. Choisir quelqu'un qui est un peu fragile, comme soi, qui a les mêmes blessures. Comme dans ce vieux film Les Cités d'Or, les deux enfants avaient chacun un bout du médaillon et quand ils se retrouvaient, ils mettaient les médaillons ensemble et ça brillait, ça faisait comme un soleil. Est-ce que tu cherches une personne qui a les mêmes blessures que toi et que tu veux sauver, et donc tu voudrais sauver toi par la même occasion? Parce que ce serait le signe qu'il y a un trouble intérieur, qu'il y a une compatibilité de trauma inconsciente. J'ai trouvé mon âme sœur. Ça peut parfois vouloir dire autre chose. Cette alchimie, cette âme sœur, cet amour de ta vie, je ne peux penser qu'à une seule personne sur Terre, et c'est elle ou c'est lui. Pense bien une chose, on est 7 milliards sur Terre. L'espèce humaine n'aurait pas progressé, ne se serait pas développée s'il y en avait une seule sur 7 milliards qui était faite pour toi. C'est peut-être juste que cette personne est en train de vibrer le même trauma intérieur que toi. Et c'est ce qui va venir se traduire par une compatibilité romantique, comme dans les films. On a une forme de responsabilité en tant qu'adulte. Il faut choisir de manière consciente ses partenaires. Je ne dis pas qu'il faut choisir sans amour. Je ne dis pas qu'on est parfait. On se traîne tous des traumas. Même les personnes très saines se traînent des casseroles dans leur vie. Mais tu ne peux pas foncer aveuglement vers une forme de souffrance. Il y a une remise en question qui commence par l'intérieur et qui va finir par l'extérieur par la suite. Pose-toi toujours cette question qui est fondamentale et qui est toute simple. Fais-en même un post-it
à mettre sur ton frigo, c'est est-ce que cette personne ajoute dans ma vie de la paix? Est-ce qu'elle ajoute de l'amour, du respect? Si la réponse est non, dans ce cas-là, c'est qu'il faut fuir. Si cette personne, de manière globale, de manière générale, t'apporte la paix et de l'amour, dans ce cas-là, c'est que c'est de la bonne. Si c'est plutôt des déchirements, des ruptures à répétition, des drames, des cris, des pleurs et des nuits blanches, c'est que c'est pas la bonne. Voilà mes amis, je reste à votre disposition, il y a un lien en dessous pour m'appeler si vous le souhaitez. C'est juste en dessous, il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ?» Je vous aime et prenez soin de vous, salut à tous, bye.